De retour à Dives-sur-Mer où nous sommes agréablement surpris par ce temps quasi, on va dire méditerranéen, mais nous sommes en Normandie et bim pour le sud où il fait donc un temps à se raconter des belles histoires maritimes de chevaliers. On continue avec nos deux derniers invités ici à Port-Guillaume. Nous recevons avec beaucoup de plaisir Catherine Laboubé, historienne, romancière et pas que. Enfin, Merci. c'est pour Bonjour. faire court, Catherine. Et puis Kader, que nous avons l'immense honneur de recevoir pour la deuxième fois, Oh oui, bonjour, merci. parce que vous étiez déjà passé par nos studios donc à Bernay pour nous raconter cette drôle d'aventure qui vous a donc amené à être l'un des descendants, des compagnons de Guillaume. Exactement. Oui, mais comment se fait-il? Est-ce qu'on peut raconter cela en quelques minutes? Ah oui, oui, bien sûr. Donc oui, on est toujours, je suis toujours on va dire comment dire, les mots Tu es ont du encore mal à étonné venir. aujourd'hui? Voilà, exactement, exactement. D'autant plus qu'on est à la veille donc de la célébration, donc l'excitation est au summum. On a une grande organisation puisqu'on va faire une mise en scène. On va essayer de venir donc à cheval. Donc j'ai fait donc une amitié avec Arnaud Decroix, qui est aussi descendant de Guillaume le Conquérant et qui habite à Saint-Martin-de-Beaucherville, donc un des fiefs de Guillaume le Conquérant. Et donc il est éleveur de chevaux pur sang arabe et on va donc faire une entrée demain. On prévoit de faire une entrée donc demain matin sur Dives-sur-Mer à cheval avec l'habit normand. Donc j'ai fait aussi faire donc un habit normand médiéval. Et donc voilà, toute la panoplie est là. Je suis excité. Voilà, j'ai 10 ans. Tu sais monter à cheval? J'ai appris. Il m'a appris Ah, effectivement. tu n'as pas appris hier? Pas Presque. très loin, il y a D'accord. 2-3 mois quoi. Ok. Effectivement, c'est assez récent. Donc on peut avoir des surprises demain matin. Donc, D'accord. On en veut, on en veut. donc voilà, vous pouvez prendre de. Catherine belles photos, merci. Laboubé, donc Oui. la belle et le magnifique qu'on montre là à la Oui. caméra, et vous avez le prisonnier de la tour. Ce sont les Dans deux quel ordre livres. c'est le prisonnier de la tour? Non, c'est C'est- d'abord La Belle et le La Belle et le Magnifique, Magnifique. chronologiquement, et Le Prisonnier de la Tour ensuite. Alors la belle et le magnifique, est-ce qu'on parlerait des parents de Guillaume dans celui-là? On D'accord. parle même que de ça, enfin, ou presque, mais aussi de la vie en Normandie à l'époque. J'ai voulu, moi qui suis historienne pur jus, si j'ose dire, j'ai voulu que mes livres d'histoire soient lisibles par tout le monde et que ce soit un plaisir de les lire. Par conséquent, ce ne sont pas des romans, mais je les écris comme des romans. Parce que je veux que ce soit vivant, plaisant avant tout. La lecture, c'est un plaisir, je le répète. Et il se trouve que La Belle et le Magnifique, aux éditions La Belle Saison, édition que j'ai créée, est le seul livre à ce jour qui existe sur les parents de Guillaume. J'en profite bien sûr pour raconter leur vie, mais aussi celle de leur petit garçon, du moins dans ses jeunes années, jusqu'à ce qu'il devienne duc de Normandie, puisque ça correspond à peu près à la date de la mort de sa maman, mais aussi la riche saga de son papa, qui est parti en pèlerinage à Jérusalem et qui avait, lui aussi, tenté un débarquement en Angleterre 30 ans avant son petit. Alors si on n'est pas en fait au fait de l'histoire, on a l'impression que Guillaume est le fils d'un second mariage. Est-ce qu'il y a eu une Ah non, bêtise de raconter Guillaume n'est là-dessus? pas le fils d'un second mariage du tout. Guillaume est un pur bâtard entre deux parents, enfin de deux parents qui avaient 17 ans à peu près quand il est né et qui ne se sont jamais mariés parce que la maman n'était pas noble. Et ils ont utilisé le mariage qu'on appelait moré danico, c'est-à-dire à la mode des Danois, qui est une réminiscence viking en quelque sorte, qui est l'espèce de concubinage un petit peu organisé quand même, voilà, bien avec contrat, avec tout ce qu'il faut, ce que j'explique d'ailleurs. Et ça a été la dernière fois qu'un bâtard a été conçu chez les ducs de D'accord. Normandie, du moins pour régner. Mais il n'y avait pas de problème à l'époque, c'était pas ça le problème. Guillaume a bien plus mal pris qu'on lui reproche dans les guerres, que ses ennemis lui reprochent d'être le petit-fils d'un tanneur, ce qu'était son grand-père maternel, que d'être un bâtard qui était à cette époque-là relativement courant. L'importance de ses parents, ça se devine par le fil du temps, au travers de l'âge de Guillaume. Oui, ils ça ont se- ramené une épaisseur sur ce personnage. Ah, tout à fait, tout à fait. Ils sont primordiaux parce que on a l'impression que Guillaume, dans les milliers de livres qui lui sont consacrés, est une espèce de génération Il s'est spontanée. fait tout seul. Voilà, il n'y avait rien avant, rien après. Seulement s'il n'y avait pas eu sa famille maternelle, il aurait été tué par sa famille paternelle, puisqu'il a perdu son propre papa lors de ce fameux pèlerinage à Jérusalem de Robert le Magnifique, qui y est mort à 25 ans. Donc c'était très tôt. Et c'est sa maman et la famille de sa mère, les espèces de pas nobles là, qui étaient moins que rien, qui ont tenu Guillaume au bout de leurs bras, vraiment pour le mener jusqu'à la consécration au duché de Normandie. On rappelle les origines. Le père est natif de quel endroit? Alors le père est natif de Fécamp, D'accord. puisque le père c'est le descendant direct de Rollon, des ducs de Normandie.
c'est Robert II le Magnifique, puisque Roland était Robert Ier. Robert II le Magnifique était le fils lui-même de Richard II, D'accord. fils lui-même de Richard Ier, donc la lignée des ducs, et sa maman Herléva, qu'on a appelée la belle Arlette de Falaise dans les légendes. Herléva, qui était la fille d'un notable local qui était tanneur, mais bien assis quand même dans la profession. De Falaise alors. De Falaise, là, cette D'accord. fois-ci. Ils Voilà, se tout à fait. rencontraient. Ils se rencontrent à Falaise, D'accord. selon la légende, au pied du château, puisque au pied du château, il y a la rivière, et que les maisons de tanneurs, on se demande bien pourquoi, sont toujours au bord des rivières. C'est pour laver Et les peaux. Voilà, et surtout à la sortie des villes, puisqu'on ne va pas polluer toute la Oui, ville et avec... Ça sentait un peu aussi. On pollue que les campagnes Tout à fait, d'après, ouais, c'est pas exact. grave. Voilà, j'explique tout ça, je parle de la tannerie, je parle du duché de Normandie, de son édification politique aussi, économique et sociale aussi. Je parle des endroits où ont vécu ces personnages. Je décris le palais de Fécamp, celui de Rouen, le château de Falaise, même si c'est pas là qu'ils ont, malgré la légende, résidé le plus longtemps. J'essaye de parler de leur vie aussi, de leur vie personnelle et de savoir quels étaient ces gens, parce que je prétends que quelle que soit l'époque, on est tous des gens. Donc on a des réactions humaines à peu près du même tonneau, quelle que soit l'époque. Donc, en tant qu'historienne et romancière, vous tenez quand Romancière, même. pas tellement, hein. Ou écrivain. J'écris comme des romans. Écrivain, pas écrivain. écrivaine. Vous tenez quand même à mettre une part de légende sans aller là. J'essaye de voir la légende, de voir dans la légende ce qu'elle a comme fond de vérité. D'accord. Parce que toutes les légendes de cette époque-là ont des relents de vérité. Donc j'essaye de voir, et comme je suis un petit peu fordienne aussi, et là on passe au cinéma, dans L'homme qui tua Liberty Valence, il y a quand même une jolie phrase, quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Mais je ne leurre pas mes lecteurs pour autant. Je leur dis que c'est de la légende, mais que c'est sympa et qu'on va en parler quand même. Et je leur dis, quand je ne suis pas sûre de quelque chose, je le dis aussi, si bien que c'est toujours un bouquin d'historien, voilà, d'historienne malgré tout. Voilà. Alors, Courteuse, Courteuse, alors lui, c'est le fils aîné de c'est le Guillaume prisonnier de la Conquérant. Tour. Le prisonnier de la Tour, parce qu'il a passé les 30 dernières années de sa longue vie en prison. Emprisonné par son frère, bien sûr. Alors, Courteuse, l'appellation, c'est. Courteuse, c'est petites bottes ou Petite- petites jambes, pas bien grand, quoi. Voilà, D'accord. pas bien grand. J'en connais des courteuses. Type pas bien grand, on en connaît tous, hein. Moi j'en suis une aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc, particularité voilà, de ça raconte l'histoire de son emprisonnement. Alors non, ça raconte l'histoire toute son histoire, de sa naissance à sa mort. Le prisonnier de la Tour est une petite allusion à une chanson de Francis Blanche qui s'appelle Le prisonnier de la Tour. Je vous la chanterai pas, rassurez-vous, il D'accord. fait beau. Mais j'ai trouvé que ça lui allait très très bien parce qu'il a été prisonnier dans des donjons anglais pendant 30 ans. Mais je le prends à sa naissance et je vais jusqu'à sa mort avec tous les événements qu'il a parcourus, puisqu'il a quand même été un des héros de la première croisade, ce qui est pas mal. Enfin, après, on voit ce qu'on pense des croisades, c'est un autre débat. Mais dans l'imaginaire du temps, être un héros de la croisade, Oui, c'est oui. quelque chose qui représente. Et aussi parce que on découvre aussi Guillaume à travers ce personnage de son fils aîné, vu qu'on découvre un Guillaume que moi j'ignorais et qui m'a vraiment intéressé, le rapport qu'il avait avec sa famille et la manière dont il a élevé ses enfants. Et ne vous en dis pas plus, vous découvrirez. Et ce prisonnier de la Tour me donne l'occasion, puisque Courteuse en a été le contemporain, il avait à peu près 14-15 ans à l'époque d'Hastings, de raconter justement, et c'est aussi pour ça que je suis là, toute la préparation des bateaux à Dives-sur-Mer, puisqu'il y a eu toute cette flotte rassemblée à Dives, et aussi la bataille d'Hastings, bien sûr, la conquête de l'Angleterre. La suite de la descendance de Guillaume, c'est cuit, ça se finit comment? Alors la suite de la descendance de Guillaume, si on va vite, il a eu relativement peu de descendance directe, enfin bon, n'exagérons pas. Henri Ier a eu plein de... Henri Ier, alors c'est celui qui a emprisonné Courteuse. C'est compliqué. Bon. Premier enfant, Courteuse. Il a eu 2 bâtards et un enfant et un fils légitime, avec une femme qu'il a eu qu'1 an malheureusement, qui est morte en couche. Lui n'a pas eu d'héritier, son fils est mort avant lui, donc bon, pas eu d'héritier de ce D'accord. côté-là. Henri Ier Beauclerc a eu des enfants, mais qui était roi d'Angleterre, donc c'était le dernier fils de Guillaume. Mais malheureusement, ses enfants sont morts dans la Blanche-Neige, enfin ceux qui pouvaient régner sont morts dans la Blanche-Neige. Et la seule qui a tiré son épingle du jeu, c'est Adèle, née d'ailleurs en 1066, l'année d'Hastings. Adèle qui a épousé le comte de Blois, qui est parti à la croisade avec Courteuse d'ailleurs, dont je parle dans ce livre. Et elle a eu plusieurs enfants, dont un certain Étienne. Étienne qui est devenu roi d'Angleterre D'accord. quelques années plus tard. Ok. Donc un petit-fils de Guillaume est devenu roi La d'Angleterre lignée, aussi. la lignée s'éteint à quel moment? Et la lignée s'éteint à ce moment-là, dans la mesure où... Enfin, elle ne s'éteint pas vraiment,
mais dans la mesure après où l'Angleterre va passer au Plantagenet, mais qui récupère aussi la Normandie, etc. Et D'accord. jusqu'au désastre entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, date à laquelle Philippe Auguste reprend la Normandie pour le compte de la France. Voilà. D'accord. Catherine, on vous retrouve où là, juste pour clôturer? Alors on me Demain, retrouve après-demain dimanche, lundi et mardi, je suis là tout le temps, tant pis pour vous, à la librairie BD Bulles, 7 rue Gaston Manville, si je ne me trompe pas, de 10h à 19h, nous a dit le libraire. D'accord, Voilà. très bien. Kader, on vous retrouve où avec votre cheval? Alors, on me retrouve donc à l'arrivée donc à 9h demain à 9h justement pour la messe à l'église donc de Dives-sur-Mer et le banquet. Donc j'assisterai donc à la première journée et je viendrai donc aussi à la dernière journée. Je ne ferai pas les 3 jours, D'accord. premier et dernier jour. Catherine Laboubé et Kader, ce fut un plaisir de vous recevoir, Partagez, Ah bah partagez. oui, en on est- espérant vous revoir très vite À demain. pour d'autres De même. aventures d'histoire ou de cinéma. Merci. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci de nous avoir suivis. Radio Sensation était immensément satisfait d'avoir ce joli temps pour vous faire vivre de l'intérieur le début de ce 950e anniversaire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. À très vite.